Donc, ravi d'être parmi vous pour vous présenter. Donc, on va passer au volet clinique pour vous présenter un cas vu sa difficulté de prise en charge multidisciplinaire d'une échinococose multifocale, donc multidisséminée. Donc, mais avant de présenter le cas clinique, on va procéder à une donc revue, à une évaluation des données Les pays mondiales développés, le cancer, les maladies cardiaques, et à la les pays surprise, développés. nous n'avons Les pas trouvé donc pays via des développés, moteurs type DeepMind et Mumbai, nous avons retrouvé 33 publications seulement et la majorité, c'était des conférences, 14 conférences, 4 études de laboratoire, donc des études fondamentales de laboratoire, et le reste des cas, enfin le reste des présentations, c'était des case reports, donc des rapports de cas, ce que nous allons faire, même via donc cette plateforme, le Clarivat, donc Analytics. C'est une plateforme, un moteur donc assez puissant pour la recherche scientifique et académique. Nous n'avons retrouvé que 7 articles supplémentaires là-dessus. Une revue plus exhaustive, peut-être à l'avenir, révélerait d'autres informations. Et c'est pour ça, également sur le registre européen, donc, via l'Observatoire national de fréquence, nous avons retrouvé cette notion d'échinococose extrahépatique en association ou foie ou seulement échinococose extrahépatique. Il n'y avait pas cette notion, enfin, des statistiques concernant les cas multiviscérales, multifocales de l'échinococose kystique. Au vu de tout cela, donc, nous sommes, au vu de la difficulté de prise en charge et de la rareté de cette pathologie, nous nous sommes contentés de présenter un cas clinique. Au fait, ça n'est pas le seul. On a eu beaucoup de cas comme cela pour vous présenter, élucider la problématique quant à la prise en charge de ce genre de patient. C'est un patient âgé de 54 ans, originaire et demeurant à Borj Boareric, sans antécédents médico-chirurgicaux, mais c'est un patient qui savait qu'il avait une échinococose multifocale, mais qui refusait tout traitement. C'est un berger commerçant de bétail, donc c'est un nomade qui refusait carrément le traitement jusqu'au jour J et se présente en urgence à l'hôpital de Borj Boareric dans un tableau d'abdomen aigu, donc syndrome douloureux abdominal avec une altération d'état général, une perte de poids qu'il avait il y a quelque temps de ça, un syndrome infectieux, un subictaire conjonctival avec à l'examen clinique un abdomen distendu, l'hématité des flancs, signant donc la présence d'un épanchement donc d'une acide au niveau de l'abdomen et des signes de compression vasculaire, soit donc des œdèmes des membres inférieurs, ainsi qu'une circulation veineuse collatérale. Le patient était dénutri, déshydraté, avec un état hémodynamique instable, avec une hypotension et une tachycardie. Le bilan biologique avait révélé une hyperleucocytose avec une CRP donc à 3 chiffres, un bilan rénal limite supérieure de la normale, donc il avait une insuffisance rénale, puis un TP bas, 47%, signalant et signifiant donc une insuffisance hépatocellulaire, avec un bilan de cholestase type de cholestase et syndrome inflammatoire également, azate élevé, hyperbilirubinémie, des gamma GT. Donc, il y a une sérologie, il est venu avec une sérologie bizarre, franchement positive. L'abdomen sans préparation qui était réalisé en urgence ne montrait pas. Donc, nous avons l'hôpital dans lequel il était hospitalisé ils l'ont demandé pour éliminer une urgence, si perforation d'organes, etc. Mais vous remarquez déjà qu'à l'abdomen sans préparation, il y a des images calciques éparses dans l'abdomen, des kystites datiques, enfin des masses kystiques néanmoins vieux. C'est des kystites vieux de par la présence de calcification. Et l'échographie donc abdominale qui a été faite dans le cadre de l'urgence avait montré un complexe lésionnel abdominopelvien diffus avec des localisations éparses au niveau du foie et au niveau de l'abdomen. Et cette radio pulmonaire qui montre le signe typique au niveau basithoracique. Bon, il y a une composante basithoracique, vous voyez, et cet aspect de coupole diaphragmatique qui est en coucher de soleil, donc témoin, avec un kyste qui est en bas, c'est-à-dire, vous voyez l'image calcique, donc j'ai pas de pointeur, l'image calcique au niveau du foie, signifiant qu'il y a un kyste hépatique au niveau du dôme hépatique qui est quand même un vieux kyste calcifié. La tomodensitométrie, bon, vous avez des images au niveau du foie, plusieurs donc kystes, des échinococoses multiples au niveau du foie, et vous voyez très bien que c'est des échinococoses d'âge différents, c'est-à-dire il y a des kystes simples, des kystes à parois calcifiées au niveau du foie droit, au niveau du foie
gauche, c'est sur la planche coupe horizontale, et même un kyste au niveau du foie gauche, où il y a une bulle d'air à l'intérieur, signifiant que le kyste est infecté. Donc, il y a de l'anaérobiose au niveau du plus on descend, il y a au niveau de l'étage sus-mésocolique toujours d'énormes et de volumineux kystes. Splénique qui comprime un petit peu la rate qui est responsable d'une HTP segmentaire, d'une hypertension portale segmentaire. Puis plus on descend, on voit qu'il y a des kystes et multitude de kystes qui sont parfois confluents, parfois qui sont en tout cas volumineux au niveau péritonéal et donc au niveau rétro-péritonéal, comme au niveau ici au niveau du pelvis, on en voit donc un complexe lésionnel fait de multitudes de kystes, au moins 2 à 3, au niveau du pelvis qui comprime en paravisical et prévisical, comprimer les deux urtères, donc notamment l'urtère droit, l'urtère plutôt droite, avec une hydrohydronéphros que vous voyez sur densitométrie. Donc, pour ça, c'est donc des lésions kystiques, hydatiques, hépatiques, péritonéales, rétropéritonéales, donc en sous-diaphragmatique au niveau du foie, en rétrocave, en latérosplénique, en mésentérique antérieure, au niveau péritonéal de flanc et au niveau pelvien, rétrovisical et latérovisical, responsable d'une dilatation donc des cavités piloricales bilatérales, mais plus accentuées à gauche parce qu'il y avait une sténose, une compression extrinsèque donc de l'urtère sous-pilique à gauche. Bien évidemment, quand on voit comme ça, malgré, on fait rapidement une tomodensitométrie thoracique. En fait, elle a été faite dans le même temps opératoire parce que la deuxième localisation après le foie, c'est le poumon. Donc, vous avez cet aspect d'une échinococose. Donc, postéro de localisation pulmonaire, postéro-basale du poumon droit, avec une lésion juste en bas, juste à côté, enfin, juste en bas du kyste, vous avez un volumineux kyste qui détruit carrément la coupole diaphragmatique droite, donc contiguë. C'est un patient qui a été hospitalisé au préalable à Borj-Barij, donc il a eu quand même une réanimation parce que le patient avait fissuré, d'après ces données-là, un des kystes et qui était responsable d'une hypotension donc, et d'un abdomen aigu avec la présence d'une acide. Il a été pris en charge une semaine auparavant, il n'a pas été opéré, puis il a été adressé à la structure. Donc, le premier intervenant, c'est la réanimation. Donc, pour vous dire que l'attitude est toujours multidisciplinaire. Un patient, bien évidemment, qui a été réhydraté. Et le bilan donc, nutritionnel a été corrigé. Une double antibiothérapie probabiliste a été entamée vu l'infection d'un des kystes. Il y avait un TP bas, il fallait le préparer par de la vitamine K et des culots plaquettaires et des culots globulaires parce qu'il y avait une anémie. Avant de l'opérer, c'est de prendre en charge le deuxième volet. Donc, il faut réévaluer les grandes fonctions vitales. C'est une échinococose. Ça n'est pas une lésion, c'est une maladie. Donc, elle avait sur la fonction rénale, la hydronéphrose avec l'insuffisance rénale, la fonction cardio-respiratoire parce que ces kystes, donc il y a des kystes au niveau pulmonaire, on va le voir tout à l'heure, cardio, elle comprimait les cavités droites, la fonction respiratoire parce qu'il fallait faire une incision médiane xiphopipienne, donc il faut évaluer la fonction respiratoire de par également la localisation pulmonaire, bien évidemment la fonction hépatique parce que le foie, il siège de multiples kystes à ce niveau-là. Les grandes fonctions, urécréate, échographie rénale antidiabète, l'échographie cardiaque ainsi que le CG, une exploration fonctionnelle respiratoire, une crasse sanguine. Alors, l'échographie cardiaque, donc il y avait une bonne fraction d'éjection, mais il y avait une compression extrinsèque des cavités cardiaques sans collapsus. Le FR, donc la spirométrie avait montré donc un syndrome restrictif modéré, avec une capacité ventilatoire fonctionnelle et un VMS qui sont acceptables de 54 et 61%. Donc, mais plutôt gêné, c'est-à-dire il était dû plutôt à cette ampliation, à la mauvaise ampliation pulmonaire gênée par la distension abdominale. Alors, à ce moment-là, je vous pose la question, quelle attitude thérapeutique quelle attitude thérapeutique chez ce patient? Nous avons réanimé le patient, nous avons eu un état hémodynamique stable, nous avons corrigé le TP, etc. Donc, c'est un patient, on va dire, plus ou moins prêt pour l'acte chirurgical.
Est-ce que vous commencerez par l'intervention ou feriez-vous autre chose? Sachant que c'est un patient qui présente un ictère et qui présente une hétérohydronéphrose bilatérale. Eh ben, en principe, c'est un traitement endoscopique premier avant de l'opérer parce qu'il fallait faire une sphinctérotomie endoscopique, c'est-à-dire faire un drainage, parce que c'est un patient qui présente un ictère. Un des kystes est ouvert dans les voies biliaires, il faut faire un drainage biliaire pour que la fonction donc hépatique se corrige. Et également, il fallait faire une montée de sonde pour sauver ces reins-là. Ils sont tous les deux en hétérohydronéphrose parce qu'il y a une anesthésie à faire. Et dans un temps également, dans un souci non seulement thérapeutique, mais souci technique, parce qu'avec toutes les échinococoses qu'il y a au niveau péritonéal et rétropéritonéal, je vous assure que l'urtère, on peut ne pas le voir et le blesser. Donc, chose qui n'a pas été faite parce que nous sommes dans un EPH et que nous n'avons pas de plateau technique pour la prise en charge multidisciplinaire. C'est pour ça que je vous présente ce cas-là pour vous parler de la problématique que nous rencontrons au quotidien. Donc, la prise en charge doit être multidisciplinaire. Ce patient, il fallait donc une montée de sang de façon bilatérale et réaliser une sphinctérotomie endoscopique pour drainer la bile. Donc cet ictère-là, et pour pouvoir donc l'opérer dans de bonnes conditions. Et bien sûr, ces patients-là doivent passer en principe dans une réunion de concertation pluridisciplinaire. Nous avons opéré le patient de traitement médical, bien évidemment, en préopératoire et en post-opératoire, bien que le kyste, il y avait des signes présomptifs de fissuration de kyste, qui est une contre-indication relative. Nous avons quand même mis le patient sous zolbendazole. La priorité de prise en charge, quelle est la priorité de prise en charge? La deuxième question que je vous pose. Alors, par quoi commencer? Par le poumon, par le foie, par le péritoine, par quelle la priorité de prise en charge? Toujours le poumon. Sinon, si on commence par le foie, on risque de provoquer une rupture des kystes, bien qu'ils sont vieux avec une paroi calcifiée, mais la priorité de prise en charge, c'est toujours la phase pulmonaire, c'est-à-dire le temps thoracique en premier. Nous l'avons fait, donc malgré nous n'avons pas contacté votre service, mais il y a des services qui ont refusé de prendre le patient. Donc nous l'avons fait pour la première fois. Nous avons fait une thoracotomie avec traitement du kyste pulmonaire et du kyste diaphragmatique. En même temps, nous avons donc levé la compression sur les cavités cardiaques. En même temps, le deuxième temps, abdominopelvien, traitement du kyste, des kystes hépatiques, il n'y avait pas que celui-là, et des kystes péritoniaux qui sont éparses. Alors là, c'est des petits kystes. Et puis, vous avez l'image en bas, nous avons découvert un peu d'épanchement, une vésicule écrémée, donc il y avait un kyste qui avait fissuré. D'où la symptomatologie clinique. Au final, c'est 18 kystes que nous avons enlevés de façon soit totale, soit parce qu'il y a beaucoup de risques avec des accolements, des adhérences avec les viscères et les mésos, donc de façon partielle. Morbidité post-opératoire, c'est un patient qui a été repris à J2 post-opératoire. Le drainage biliaire que nous n'avons pas fait en post-opératoire. Donc, le patient a présenté une fissure biliaire. Le kyste avait fait des dégâts au niveau du foie. Donc, nous l'avons repris parce que nous n'avons pas pu avoir nous l'avons repris pour réaliser un drainage biliaire, c'est-à-dire aborder la voie biliaire et mettre un drain dans la voie biliaire et redrainer les cavités résiduelles. Le patient a présenté un sepsis superficiel que nous avons géré par des pansements et de l'antibiotique. Le poumon est revenu à la paroi, le drain a été enlevé, et puis il est sorti à 48 jours, pour vous dire 6 jours hospitaliers longs chez ces patients-là, consultation régulière donc en externe, disparition d'ictère, reprise pandérale, et le patient il a été mis donc ce traitement médical en long cours. C'est un patient qu'on a opéré il y a 3 mois de ça, c'est tout, donc avec contrôle de l'hémogramme. Pour discuter de qu'est-ce qu'on peut dire, la multifocalité, la définition péritoniale, c'est des facteurs de gravité déterminants de l'échinococose qui sont responsables d'une initialité non négligeable. Alors, la multiplicité, donc c'est plutôt la grande variété, les lésions cliniques anatomopathologiques complexes qui vont déterminer cette morbidité, avec des kystes qui adhèrent aux vaisseaux, aux mésentères qui peuvent entraîner des blessures d'organes, notamment
Et parfois, c'est la difficulté de traiter de façon radicale. C'est-à-dire, on est parfois amené à faire des kystéctomies partielles, qui est la seule alternative thérapeutique. Et parfois, on est amené à réaliser des gestes lourds pour enlever un organe parce que c'est un kyste qui infiltre un organe. Nous avons réalisé, pas chez ce patient, mais nous avons réalisé une nephrectomie chez un patient parce que le kyste englobait carrément le rein et il était à l'origine d'un ramué, donc d'un cas dépassé. Donc, pour traiter radicalement les échinococoses. Maintenant, le pronostic, bien évidemment, va dépendre de l'importance de la dissémination péritonéale, des localisations viscérales et surtout de la complexité des lésions anatomopathologiques, de l'état général du patient, du nombre d'interventions. Plus on opère un patient, plus les adhérences, etc. Donc, il est du caractère complet de la cure chirurgicale. Les résultats actuels s'améliorent de plus en plus avec les techniques de chirurgie moderne, l'efficacité du traitement médical en post-opératoire. Néanmoins, il faut réaliser une surveillance à long terme pour suivre le génie évolutif de la maladie et déceler des récidives parce que les récidives, donc, ils sont très pour le traitement chirurgical. Toujours, c'est un traitement optimal, ciblé à la carte, bien évidemment. Comme par quoi commencer? Alors, DV, notre maître nous disait, il faut libérer le petit bassin pour enlever toutes les compressions pelviennes, d'abord, avoir une fonction rénale et continuer. Bon, maintenant, par quoi commencer? Du plus accessible au plus profond, du plus volumineux au moins volumineux. Et l'importance d'une stratégie c'est discutable. Il faut préférer une cure en conclusion, on ne cesse de dire que la prise en charge doit être multidisciplinaire et moi je pense que la priorité c'est d'envoyer des patients, enfin l'idéal c'est d'avoir des centres référents avec des plateaux techniques des différentes spécialités pour qu'on puisse traiter le patient de façon codifiée et éviter les récidives. Et je vous remercie. Heureusement, أنا عندي هذوك بسرعة مدام. لا 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 ممكن بصح أنا ما فيغيتيش أنا باش نصور الدوحة باسكو ممكن يكون ممكن ولا سيتيرنا راها شوية متعوبة ممكن لا بصح غير هذه غير شويه ملي بدا يسوق الضربه اللي هذه الضربه اللي عيطت لك طلعت ما بدا يسير ما كاينش وعلاش كان يسير تاع الضوء ماش يسير Donc, on va parler aujourd'hui du suivi thérapeutique de l'albendazole, qui est utilisé dans le traitement du kyste hydatique. Donc, ça a été déjà donné. Donc, le kyste hydatique, est provoqué, c'est une zoonose qui est provoquée par un parasite, Echinococcus granulosus. Donc, ça a été déjà fait, dit. Et l'homme est considéré comme un intermédiaire par ingestion des œufs du parasite présent dans les aliments contaminés, et donc il va contracter l'infection. Alors, quelle est la prise en charge des patients? Alors, la chirurgie, c'est le gold standard. Voilà. Et puis, des fois, il y a des récidives après guérison. Et là, le traitement antiparasitaire, s'impose, c'est le groupe des benzimidazoles. Alors, benzimidazole, il y a une place dans les formes non opérables. Alors, selon le consensus de l'Organisation mondiale de la santé, il est impératif de suivre les patients. Donc, le suivi des patients, il doit se faire par des visites de suivi. Quand on dit visite de suivi, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des examens échographiques, 3 à 6 mois au début du traitement, et une fois par an, en situation stable. Il faut également faire des numérations
leucocytaire et un dosage aminotransférase. Et là, c'est pour éviter la détection d'effets indésirables. Et il faut qu'il y ait des adaptations posologiques. Adaptation posologique afin d'atteindre des taux sériques adéquats. C'est ce qu'on appelle donc le suivi thérapeutique. Alors, le suivi thérapeutique, selon les recommandations, c'est mesurer les concentrations sanguines du sulfoxyde d'albendazole. Alors, donc cela se fait donc 4 heures après la prise du matin. Ensuite, donc il faut vérifier, donc il faut remesurer ces concentrations 12 semaines après le début du traitement, et puis donc 2 à 4 semaines après chaque ajustement de dose. Donc, la plage thérapeutique estimée, elle est comprise entre 0,65 et 3 micromol par litre. Et donc, si la dose du bendazole doit être réduite, si il y a donc deux mesures successives, c'est-à-dire de ces concentrations plasmatiques, sont supérieures à 10 micromol par litre, ça veut dire que la dose, il y a un excès, donc il faut diminuer les doses d'albendazole. Alors, le traitement, donc antiparasitaire avec albendazole, il montre une bonne efficacité. Donc, c'est un médicament qui est hydrophobe. Et donc, après absorption au niveau donc, de l'intestin, il dépend du type d'aliment. Donc, le type d'aliment qu'il faut, c'est des aliments gras, c'est-à-dire le beurre, le lait. Donc, il faut donc, préconiser ces aliments aux malades. Et il dépend également du pH de l'estomac. Donc, après donc, administration orale, donc, ce qu'il faudrait donc connaître, c'est que l'albendazole, il subit une oxydation donc, très, très rapide en son métabolite qui est l'albendazole sulfoxyde. Et voilà. Et c'est ce qu'on doit donc, mesurer au niveau sanguin. Donc, l'intérêt du suivi thérapeutique, c'est donc, il y a l'albendazole, il présente donc une grande variabilité interindividuelle. Donc, ceci est lié à sa faible solubilité donc aqueuse. Alors, le suivi thérapeutique, comme on l'a dit, il concerne donc le dosage de l'albendazole ou de son métabolite qui est le sulfoxyde albendazole. Alors, cela permettra donc d'améliorer la prise en charge du patient en ajustant individuellement la posologie, parce que chaque patient, il répond différemment, afin d'atteindre les concentrations thérapeutiques donc adéquates, éviter donc les surdosages, donc on tombe dans les toxicités, et les sous-dosages dans l'inefficacité du traitement. Alors, les méthodes d'analyse donc concernent, c'est des méthodes qui sont donc pointues, ça nécessite des équipements donc vraiment spécifiques. C'est une chromatographie liquide donc couplée à un détecteur de spectrométrie donc de masse. Donc, les méthodes donc, qui ont été donc référencées, c'est donc déterminer les concentrations du métabolite qui est le sulfoxyde d'albendazole. Donc, pour ces équipements, il faut donc du matériel donc, qui n'est pas donc disponible à tout moment. C'est des étalons, c'est des étalons internes, c'est des solvants et c'est de l'instrumentation et donc qui coûte bon, c'est pas donné, oui, c'est un lourd équipement. Donc voilà pour la présentation concernant le suivi thérapeutique. Je vais enchaîner juste avec l'état de situation donc du médicament qu'on a à notre niveau, au niveau donc du CHU Bepluet. Voilà. Alors, donc, au niveau donc, de la pharmacie centrale du CHU Bepluet, alors, bon, on a donc acquis l'albendazole qui est donc sous forme donc de solution injectable 400 mg. Non, pas injectable, c'est des comprimés, donc je me suis trompée.
Voilà. Donc, le produit, donc, on a son acquisition via donc, la pharmacie centrale des hôpitaux. Voilà, il est administré en préopératoire à 10 milligrammes par kilo par jour pendant une durée donc de 1 mois. Et ensuite, donc, après donc 3 mois de traitement, normalement, il donne de très bons résultats. Alors, l'albendazole, donc, il a été introduit dans la nomenclature, dans le service de chirurgie thoracique de Madame Achour, donc en 2018. Voilà, on l'a mis dans la nomenclature. Et là, donc, de 2018 donc jusqu'à 2024. Donc, en 2018, nous avons eu donc 8 malades. En 2019, 36 malades. En 2020, 45 malades. En 2021, donc, nous avons donc 43. Donc, il y a eu une augmentation, un pic en 2023 avec 56 malades et un total de 220 malades. Mais on n'a pas eu l'information, donc la provenance donc, de ces malades. Voilà, donc concernant donc l'évaluation de la consommation en nombre de comprimés, donc on a eu l'équivalent de à peu près 122 000 comprimés donc qui ont été donc acquis pendant les 7 années. Mais là donc on n'arrivait pas à donc comprendre, analyser donc ce diagramme parce que par exemple, entre 8 patients et 5 patients, on a à peu près la même consommation donc de comprimés, mais entre 27 et 36, il y a quand même une différence significative. Et entre 56 et 36, on retrouve donc les mêmes quantités, donc on n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire ce taux de consommation. Est-ce que c'est une consommation excessive? Là, donc, il faudrait donc qu'on revoie avec Madame Rachaud. Voilà, donc je termine avec l'évaluation des achats donc, de l'Elbendazole. Alors, Elbendazole, donc ça nous a coûté, donc pendant les 7 années, l'équivalent de 7 millions, donc 700 millions pour 7 ans, pour 220 malades. Donc, si on compare la prise en charge thérapeutique donc d'Elbendazole, donc ça revient pas cher par rapport à la prise en charge d'un malade atteint d'une maladie rare. Donc, c'est vraiment pas du tout cher. Voilà. Bon, il y a des contraintes, bien sûr. Donc, on a eu des contraintes, donc c'est l'année 2024, c'est par rapport au conditionnement. Donc, le conditionnement, c'était un comprimé pour une boîte. Donc, ça a été vraiment une contrainte pour le malade parce qu'il ne pouvait pas prendre 56 boîtes avec lui. Et c'est une contrainte pour nous. On ne va pas, euh, voilà, ramener beaucoup et on a un manque d'espace au niveau de la pharmacie. Donc, on avait refusé donc, la commande donc avec Madame Achour et on a demandé à ce qu'il y ait un conditionnement de 56 par boîte pour faciliter donc voilà. Voilà, donc j'ai été donc rapide. Je vous remercie pour votre attention. Hum, je- hum, voilà. 13 000 et quelques boîtes qu'on a refusées. Hum. Tout à fait. Ah, d'accord. Ok. Voilà.
on va faire le dosage de l'albendazole. Ça, c'est important parce que… Voilà, oui, et la forme enfant, ça c'est avec le médicament qui doit bientôt sortir, c'est la forme soluble. Et on voudrait faire aussi un autre travail, peut-être avec une autre équipe, à savoir comment faire la forme prolongée pour avoir une seule dose à prendre dans la journée et non pas deux comprimés par nuit. Ça, mais ça, c'est un autre travail de recherche. Donc, je vous remercie. Hein. Nous allons faire une professeur Taïeb qui a eu un petit contretemps. Donc, on va demander au professeur Sari de venir nous donner un petit peu. Nous avons fait un congrès en décembre 2024. Pour le congrès, cela n'a pas de sens. Donc, nous avons demandé au professeur Sari, qui avait un petit peu dirigé avec toute l'équipe qui était là, de nous donner sa synthèse et son point de vue de ce qui a été fait au cours d'un congrès. Parce que c'est ça qui est important. Quels sont les points dégâts, quels sont les points qu'on veut améliorer, les points négatifs, il faudrait qu'on voit changer, c'est-à-dire carrément les enlever. Et donc, on avait laissé cette tâche-là au professeur Sari, qui est un éminent interniste et qui travaille beaucoup dans l'intelligence artificielle, pour nous faire sa synthèse. Donc, c'était lui qui était chargé de nous espionner. Les systèmes d'analyser, malgré une communication, mais il était quand même présent à toutes ces communications qui avaient été données. Et donc, on attend sa synthèse, parce que ce qui est important, ce n'est pas de faire des réunions. Une sort stérile, les réflexions, ça ne vient pas aussi comme ça. Donc, il faut vraiment canaliser chaque côté de la situation pour pouvoir rendre compte et avoir un élément bénéfique. Donc, je laisse la parole au professeur Sari pour nous donner un quart d'heure. Donc, si vous voulez dire. Même pas. Donc, merci pour tout. Donc, je vais essayer de synthétiser un peu les séances auxquelles j'ai assisté au cours de ce congrès, donc co-présidé avec le professeur Hamidi. Donc, et là, donc, il y avait différents points qui avaient été soulevés par rapport à l'épidémiologie, la biologie, la clinique avec les formes compliquées, le traitement, et par rapport au suivi et recommandations donc, qui avaient déjà établi en 2019, et donc par rapport à leur suivi. Donc ça, c'était le programme, les deux séances du samedi 8 décembre, l'après-midi, avec les différents orateurs. Et au cours de ces deux séances, qui étaient en fait multicentriques et multidisciplinaires, il y avait donc avaient été abordés des aspects cliniques et thérapeutiques et le nombre de cas quand on tournait autour de 436 cas. Les équipes soignantes provenaient de différents centres, donc essentiellement Alger, mais il y avait aussi Blida, Béjaïa, Constantine. Sur le plan épidémiologique, bon, c'était surtout par rapport à l'âge des enfants, des adultes, mais 3 cas d'enfants étaient rapportés. Le sexe, bon, à peu près, il n'y avait pas de différence, et l'origine, surtout rurale. Et par rapport aux explorations, donc avait été abordée au cours de ces deux séances la biologie avec les aspects fondamentaux, au cours desquels donc avait été abordée la possibilité d'helmintothérapie. Donc même aujourd'hui, elle a été illustrée par différents posters, le profil des cytokines au cours du kyste hydatique, le diagnostic avec des positivités inconstantes, et surtout, il avait une présentation qui était, à mon sens, très intéressante concernant le profil immunologique post-opératoire prédictif des reprises évolutives. Et l'auteur est ici présente. Et donc, aborder aussi l'imagerie, la tomodensitométrie dans les complications,
les différentes localisations de l'échinococcose hydatique, donc essentiellement le foie. Il y avait aussi une communication à propos des localisations cardiaques, et donc les différentes localisations avaient été abordées, de même que le traitement. Donc, le point qui était relevé, c'était l'inconstance du traitement médical. Par rapport à la chirurgie, donc la lourdeur dans les cas complexes qui vient d'être illustré encore par le cas qui vient d'être présenté, et les protocoles médico-chirurgicaux qui doivent être mis en route, en particulier qui font appel aussi à une coopération, à une collaboration entre les différents spécialistes, et avait été souligné l'importance de l'abord thoracique de la colonne vertébrale pour les kystes hydatiques vertébraux. Et aussi, comme ça vient aussi d'être souligné, l'importance de la sphinctérotomie endoscopique, en particulier dans les cas de rupture des voies, dans les voies biliaires. Donc, l'évolution, la récidive avec le rôle de la biologie qui pouvait donc retrouver et dépister les récidives, les complications, donc d'altération de l'état général, les différentes compressions, les ruptures dans les séreuses, les voies biliaires, le per- et post-opératoire, des chirurgies lourdes, et avait été aussi relevé quand même 3 décès, 4 décès par rupture de kyste qui avait entraîné un état de choc, de localisation multiple avec une altération de l'état général et 2 décès post-opératoires. Donc voilà un peu le profil de ces 436 cas qui avaient été rapportés au cours de ces 2 après-midi, de ces 2 séances. Et les discussions avaient porté donc sur l'aspect épidémiologique. Bon, ça c'est une j'ai essayé de retrouver un peu quelle était la situation épidémiologique. Bon, ça a été déjà présenté, mais quand on voit par exemple le nombre de cas qui est rapporté dans les REM, les relevés épidémiologiques mensuels de l'INSP, bon, en moyenne, c'est autour de 2,28%. Quand même, pendant il y a 13 années où il n'y avait aucune déclaration, et ça, donc, est-ce que c'est les problèmes de sous-déclaration, de qualité du recueil des données, de la surveillance épidémiologique, de l'activité des déclarants potentiels. Et concernant l'épidémiologie animale, donc il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits, entre autres celui-là, et qui ont été quand même bien développés au cours de la matinée. Le traitement antiparasitaire, donc la discussion avait concerné sa place et sa surveillance, donc c'était les points qui étaient relevés au cours de la discussion. Bon, que l'albendazole, c'est quand même un traitement clé dans la gestion de l'idatidose, que sa surveillance doit être surveillée. Et là, on vient d'avoir une présentation très explicite, surtout par rapport aux risques potentiels pour la fonction hépatique. Donc, comment essayer de dépister et de régler ce problème d'intoxication hépatique potentielle. Et on a vu aussi illustrer ce matin quand il s'agit d'associer à d'autres médicaments. Donc, le problème de sous-utilisation et les solutions, donc, qui a été largement abordé, qui a été encore rediscuté maintenant, et que cet albendazole qui est très efficace reste quand même sous-utilisé, principalement donc en raison d'un manque de sensibilisation des professionnels de la santé et des patients pour le suivre. Et pour remédier, donc, il est essentiel de sensibiliser médecins aux indications, aux protocoles de traitement, éduquer les patients pour l'importance de l'observance thérapeutique et mettre en place des programmes de formation continue pour les professionnels de santé. Et ce qui m'avait vraiment très marqué, bon, par ces 2 séances, c'était que au cours de ces 2 séances, bon,
sans le vouloir ou sans le dire, était faite une étude multicentrique, multidisciplinaire, et qui permettait quand même, bon, vous avez vu, il y avait 436 cas, et ce matin, on nous a dit, voilà, dans l'Observatoire européen, sur, je sais pas, sur une dizaine d'années ou plus, il y avait 600 cas. Donc, vous voyez, là, en un après-midi, on avait 436 cas, et je pense que c'est là vraiment, c'est ça qui fait un peu même mal, vous voyez, c'est que c'est quand même une richesse pour nous, par rapport à l'expérience du milieu et par rapport aux solutions qu'on peut apporter et qui n'est pas malheureusement suffisamment exploitée. Et ces dossiers, moi, je pense qu'ils pourraient être repris sous forme d'une étude multicentrique qui serait d'une grande utilité pour la préparation des futures recommandations en intégrant et en impliquant tous les participants à cette séance et de manière générale, quand il y a ce type de manifestation, et c'est intéressant. Ce qui est présenté est une référence en soi et qui peut être vraiment capitalisé par la suite. Donc, ces études, cette approche nous permettrait quand même de créer des banques de données qu'il faudrait peut-être centraliser pour mener ce type d'études. Et ces banques de données pourraient être exploitées à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence artificielle, ça serait un plus, parce que ce qui est important, c'est l'intelligence humaine. Et vous voyez, on vient d'avoir une démonstration d'un défaut d'intelligence humaine avec un simple calcul sur les boîtes de médicaments. Vous voyez? Donc, tout ça nous permettrait d'analyser les tendances épidémiologiques, d'identifier les facteurs de risque, les populations vulnérables, optimiser nos stratégies de prévention de traitement et établir une ébauche de registre national de l'échinococcus kystique hydatique. Et comme ça vient d'être souligné, bon, ça avait fait aussi, c'était un point de discussion au cours de cet après-midi, centre de référence pour les cas complexes, on en a eu une démonstration maintenant, mise en place de centres de référence qui pourraient donc offrir les consultations spécialisées, les soins multidisciplinaires et servir de point focal pour la recherche et l'innovation. Et bien sûr, ces centres, c'est basé sur les réunions de concertation pluridisciplinaire qui doivent jouer un rôle essentiel dans la résolution des problèmes diagnostiques, thérapeutiques, évolutifs liés à cette maladie et qui devraient servir aussi de modèle de manière générale pour notre prise en charge de toutes les affections. Et donc, il est recommandé, bien sûr, ça c'est des aspects techniques, donc, pour pouvoir organiser ces réunions. A été discuté aussi le problème du suivi des recommandations de la Société algérienne de l'échinococcus hydatique. Explication, donc, dans le monde réel, les lignes directrices des recommandations cliniques ne sont pas toujours suivies à 100%. Et il y a vraiment dans la littérature un grand nombre de publications à ce sujet. Et concernant l'idatidose, le professeur Achour, ici présente, a toujours clamé haut et fort que les recommandations n'étaient pas suffisamment suivies et qu'il fallait essayer d'obtenir leur adhésion au maximum. Donc, il faut poursuivre, renforcer, réactualiser ces recommandations pour répondre aux défis et réduire le potentiel des risques de morbidité et de mortalité liés à cette infection. Elle n'est pas, bon, elle peut être en apparence bénigne, mais vous avez vu qu'il y a des cas quand même. Et là aussi, les technologies modernes, des outils dits d'intelligence artificielle pourraient aider justement à renforcer et à surmonter cette inertie clinique et permettre une meilleure adhésion aux recommandations dans un cadre multidisciplinaire et homologué pour la formation, pour l'information, pour faciliter la communication entre les soignants. Donc, en conclusion, il est important de poursuivre la promotion de la mise en œuvre et de la diffusion des protocoles médico-chirurgicaux de prise en charge
selon les recommandations qui avaient déjà été clairement établies par la Société algérienne de l'échinococcose hydathique en 2019 et dont la mise à jour et la réactualisation est prévue en 2025 à travers des lignes directrices de pratique clinique par rapport à l'épidémiologie, la biologie, les études multicentriques et disciplinaires. Et le but, bien sûr, c'est d'essayer d'arriver à des centres de référence pour les cas complexes à travers des réunions de concertation pluridisciplinaires. Et bien sûr, il faut mettre en place ces recommandations, les suivre, les expliquer et surtout les appliquer. Et le recours aux solutions digitales pourrait renforcer leur utilisation et constituerait un axe de recherche important à développer. Et merci pour votre attention. Donc, je pense qu'avec ça, nous avons pu faire un peu le tour de la question de manière minime, hein. Il faut pas, c'est-à-dire, il y a beaucoup plus, il y a tellement riche, c'est tellement riche. On n'a pas voulu mettre trop de questions parce qu'il y a tellement de questions que nous-mêmes, nous n'avons pas de réponse. Donc, c'est ça. Si on avait les réponses, ben, ce serait simple, il n'y aurait plus de société, on ferait autre chose. On s'attaquerait à une autre pathologie. C'est comment trouver ces questionnements. Donc, je laisserai éventuellement les questions, on pourrait les faire lors du déjeuner qui va se faire juste après maintenant. C'était surtout comment les experts, comment travaillent. C'est comment travailler. C'est un problème de santé publique, même si nous n'avons pas les chiffres qui le montrent. C'est ça le point important aujourd'hui de cette réunion, de cette convention. C'est que de Parlement, c'est un problème de santé publique. On est inclus dedans, hein, dans ce problème de santé publique. Après, reste bien sûr à le montrer par des études. Nous l'avons montré avec l'équipe des vétérinaires avec le professeur, bien sûr, Houchen, qui nous a bien montré que on ne peut pas avoir un cheptel qui est infesté à 70, soit 80, 90% et avoir 2, 3 cas de cas déclarés dans la même région. Cela est inimaginable. Maintenant, il faut qu'on mette les vrais, c'est ça le travail un peu de la société, c'est de mettre ces piliers épidémiologiques, on va le faire, grâce aussi avec l'apport aussi de l'INSP pour pouvoir avoir aussi, on va dire, cette casquette qui est d'autorité, on va dire, de tutelle pour lequel on pourrait travailler. C'est un axe qui est bien sûr animalier, humain, fondamental, pharmacologique, épidémiologique. Donc, on invite toutes les personnes de bonne volonté à travailler avec nous. On n'a besoin de rien pour adhérer, pour travailler, que de la bonne volonté. Et un peu de discipline aussi, ça c'est clair, discipline de travail, hein, je parle, hein, discipline de travail, c'est-à-dire quand on commence, on finit son travail, parce qu'il y va aussi de tout le monde. Donc il y a ce côté épidémiologique qui était important. Il y a le côté fondamental, à savoir qu'il a du positif et du négatif, mais comment pouvoir aussi, surtout aussi avoir le sous-typage avoir les chiffres est une chose, avoir quel est le parasite et les sous-types qui existent en Algérie, parce que pour aller attaquer les vaccins, c'est pas évident. Vous pouvez pas le faire. Il y a que deux pays qui en ont fait. C'est surtout la Nouvelle-Zélande. C'est surtout des îles qui ont pu réussir à l'éradiquer. Sinon, dans certains pays, comme chez nous, ça va entre 6, 7 pour 100 000 habitants. Dans certaines régions, ça peut être de 100, voire 200 à 100 000 habitants, surtout en Amérique latine ou en Chine. Donc, c'est des maladies qui peuvent prendre des proportions alarmantes. Si on laisse la situation actuelle en Algérie, je peux vous assurer qu'on va arriver à des chiffres encore plus alarmants, hein, avec des chiens errants partout. C'est pas qu'il faut les abattre, pas du tout, mais il faut qu'on ait une politique pour gérer cela. On n'est pas là pour simplement s'occuper des animaux, mais on est là aussi dans la recherche, dans comment trouver des solutions, que ce soit à l'étude moléculaire, humaine, animalière. Donc, c'est tellement vaste. C'est une société qui est très vaste, très riche, multiculturelle, multidisciplinaire et beaucoup de questionnements. Aucune question ne pourrait y répondre, c'est-à-dire même si on y commence. Donc, je vous inviterai éventuellement à nous rejoindre au déjeuner et poser des questions qui vous intéressent. On va se mettre sur des plans de travail. J'apprécie aussi que tu as dit, c'est vrai que c'est difficile de nous réunir, donc on fera peut-être plus de réunions Zoom maintenant pour comment faire des réunions de travail, parce que chacun a un pôle de travail.
et après on s'associe pour voir comment on pourrait travailler aussi un peu entre nous, mais chacun a son pôle de travail. Moi qui suis chirurgienne avec l'équipe de chirurgie, les équipes des parasitos, l'équipe des fondamentalistes, des épidémiologistes, des cliniciens, des radiologues qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais avec qui on doit faire aussi des facteurs de tout ce qui est recherche aussi pour éviter les récidives. Tout ça, bien sûr la formation continue, c'est tout ça qui avait été écrit dans tout ce que nous avons signé ce matin. C'était dans cette optique. Nous avons l'habitude de le faire en dehors déjà de ça, mais c'est vrai que ça nous donne plus avec la tutelle qui s'associe avec nous pour pouvoir nous ouvrir des portes, surtout dans l'épidémiologie. Donc, travail est long. L'international aussi est là-dessus. On est aussi normalement, on fédère la plupart des experts, on fédère tous à l'international, à savoir pour certains dans les communications, dans les universités internationales. Il y a le congrès international qui va se faire fin septembre, début octobre au Chili, tous les 2 ans, où il y aura tout ce qui concernera environnement, pathologie, tout ce qui est recherche, tout ce qui est fondamental, tout ce qui est humain, tout ce qui est animalier. Ça nous permet de nous réunir et de savoir un petit peu ce qui se passe de par le monde. Et c'est à chaque fois, c'est pas les réponses qu'on veut chercher, c'est surtout les bonnes questions qu'il faut savoir se poser. Et, bien sûr, ça a un coût et on aspire à ce qu'on puisse avoir de créer des labos de recherche, des projets de recherche. Pourquoi? C'est pour pouvoir avoir des financements, pour pouvoir arriver, pas des financements pour nous en tant que chirurgiens par exemple, mais qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'il nous manque, et c'est cette partie-là qu'il aura parce que ça va retomber automatiquement bénéfique pour le groupe de travail et bien sûr pour le patient. Ça va de soi, le patient et l'environnement et l'animal. On est en triple, on fait, on va dire, voilà, c'est multicausal entre guillemets. Et donc voilà, donc c'est un travail, je pense, qui va pas se terminer, surtout puisqu'il y a des côtés positifs. Alors, on va pas l'enlever, surtout le phénomène inflammatoire, les anti-inflammatoires, les nouvelles techniques de diagnostic. Franchement, et on travaille énormément avec les universités étrangères, que ce soit animalières ou, voilà, ou humaines, les centres européens, l'OMS international, avec la FAO, qu'il faut d'ailleurs qu'on reprenne contact avec l'équipe de la FAO qui sont en Algérie. Voilà, donc, et l'international, bien sûr, la Société internationale mondiale. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça nous permettra d'avancer tout en restant expert dans notre domaine. On a pris ce domaine d'expertise. On a aussi d'autres choses aussi, bien sûr, à faire à côté, mais c'est un domaine d'expertise où il faut exceller, travailler, persévérer. Je pense qu'avec ça, publier si on peut, bien sûr, ça c'est vrai que c'est quelque chose, faire des projets de travaux, faire des laboratoires de recherche et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Donc, je vous invite tous, on va mettre peut-être ça dans le site, dans notre site. Vous allez simplement SAR, www.sar.dz. Vous allez normalement trouver un peu le compte-rendu de la réunion qui va se faire aujourd'hui, les conventions et tout ce qu'on risque de faire. Alors, je pense que ceux qui veulent adhérer, il n'y a aucun souci. Il y a le secrétariat de chirurgie thoracique à Bab el-Oued qui peut prendre vos adhésions et vos idées et tout ce qui peut vous intéresser. Il n'y a aucun souci. Les bonnes volontés sont les bienvenues et les bonnes idées. Donc, je remercie à tout le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit les questions avant. Par contre, je vous invite pour qu'on prenne une photo de cette première réunion ici à l'INSP. Je ne sais pas si on va la faire peut-être à l'extérieur. Peut-être que ce sera plus agréable. On va la faire à l'extérieur et voilà. Donc, merci d'avoir été présent aujourd'hui avec nous. كملوا ضرب عدد وقت كملوا نعبي معه لا غير خليها كما هذيك نصلي تبعكم
Merci.